Bonjour à tous, bienvenue dans ce énième numéro de Ça fait l'actualité consacré à l'économie et précisément à la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, on abordera la question de l'impact des investissements de la Banque africaine de développement en Afrique et en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, je reçois un invité du groupe en la personne de Armand Nzeimana, qui est le directeur de l'impact sur le développement et les résultats. Armand Nzeimana, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Monsieur Nzeimana, la toute première question est celle de savoir, la banque vient de lancer sa publication annuelle sur l'efficacité du développement pour 2024. Pouvez-vous nous parler du contenu de ce document? Oui, en effet, c'est un rapport phare du groupe de la Banque africaine de développement que nous lançons chaque année lors de nos assemblées annuelles. Et c'est un rapport en fait qui présente les résultats et la contribution de la banque sur le développement du continent africain. Cette année, il est publié sous le thème de soutenir la résilience et stimuler la transformation. C'est un rapport qui décrit un contexte international extrêmement difficile pour nos pays africains, qui est marqué par des turbulences économiques assez importantes, des tensions géopolitiques, une résurgence des conflits, y compris sur notre continent, qui ont un impact significatif sur la vie des Africains, ainsi que la persistance des chocs climatiques qui s'accroissent. Mais malgré ce contexte extrêmement difficile pour nos pays africains, le rapport souligne la résilience remarquable des États africains. C'est d'ailleurs souligné dans un rapport sur les perspectives économiques du continent, un rapport publié par la Banque africaine, qui est sorti il y a quelques jours également, qui met en exergue également la croissance économique soutenue du continent. Je crois qu'elle s'établit autour de 3,9% en 2025, ce sont les projections. Donc, le rapport décrit en fait la réponse de la banque et le travail de la banque avec les pays africains pour avancer l'agenda de la transformation du continent à travers les priorités stratégiques du groupe de la Banque africaine de développement, qui sont communément appelés les High Five, n'est-ce pas? C'est-à-dire éclairer et alimenter en énergie l'Afrique, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer les conditions de vie des Africains. Donc c'est un rapport qui publie les résultats de la banque pour la première année de la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie décennale 2024-2033. Et il s'articule autour de notre nouveau cadre de gestion des résultats qui comprend des indicateurs beaucoup plus resserrés, beaucoup plus simplifiés des résultats de la banque et qui permet une meilleure lecture de l'impact que nous avons sur le continent. Je peux donner quelques exemples clés. Le rapport, par exemple, parle de l'impact de nos investissements dans le secteur de la santé. 14 millions d'Africains qui ont eu accès à de meilleurs soins de santé grâce à nos interventions. Plus de 5 millions ont eu accès à l'eau potable. 3,5 millions ont accès à des meilleurs réseaux de transport, une plus grande fluidité des corridors d'échange pour renforcer l'intégration régionale entre nos États. Donc voilà quelques-uns des exemples et des nombreuses histoires que nous présentons dans le rapport sur l'impact de tous les jours de nos interventions sur le continent. Donc ce rapport participe à un devoir de reddition des comptes, n'est-ce pas, un devoir de transparence. La transparence d'ailleurs est un élément important pour nous. Nous avons été reconnus comme leaders au sein des organisations de développement dans le monde pour la deuxième fois consécutive en 2024 en transparence. C'est également extrêmement important pour nous d'utiliser ce rapport pour tirer les leçons, n'est-ce pas, dans nos échanges avec nos États, les pays membres de la banque,
pour mieux comprendre l'impact de ces interventions et affiner la qualité et l'impact, la pertinence de nos interventions. Armand Zeimana, vous êtes le directeur de l'impact et des résultats à la Banque africaine de développement. Comment arrivez-vous à évaluer de façon pragmatique l'impact de vos investissements dans les différents pays africains? Oui, très bonne question. Voilà, alors nous avons adopté l'année passée un nouveau cadre de gestion des résultats qui regroupe un nombre assez restreint et simplifié d'indicateurs de résultats qui est décliné à travers tous les projets que nous finançons en partenariat donc avec les États et les partenaires du développement et qui nous permettent de suivre au jour le jour la mise en œuvre des projets, n'est-ce pas, jusqu'à leur conclusion. À la fin de la mise en œuvre des projets, nous avons également une fonction d'évaluation indépendante de la performance de ces projets qui nous permet de voir, et ça ce sont des collègues qui sont indépendants de nous, qui nous permettent de suivre, d'évaluer d'une façon, comme j'ai dit, indépendante, l'atteinte des objectifs que nous sommes fixés. Et donc c'est un processus extrêmement rigoureux qui implique non seulement les personnes sur le terrain, mais également les responsables des suivis et évaluations, la fonction, comme je l'ai dit, d'évaluation indépendante de la performance de l'institution. Et donc, qui nous permet justement de compiler tous ces résultats et de les présenter chaque année dans le cadre de cette revue sur l'efficacité du développement que nous présentons chaque année. C'est un exercice de transparence, de redevabilité vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de nos États, vis-à-vis des citoyens africains qui peuvent ainsi constater les avancées, la contribution du groupe de la Banque au développement de nos États. Mais justement, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On ne pourrait pas faire cette interview sans parler des résultats, des impacts et de l'investissement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quels sont les résultats que vous avez atteints après cette phase de gouvernance du président Adesina? Oui, très bonne question, Ahmed. En fait, ces assemblées sont en effet assez spéciales parce que ça nous permet un peu de tirer le bilan de ces 10 dernières années qui correspondent au mandat du président Adesina. Et lorsqu'on se concentre particulièrement sur les interventions du groupe de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que l'on constate? On voit un niveau d'investissement record qui s'élève à près de 5 milliards de dollars, 4,6 milliards de dollars. Dans tous les secteurs? Dans tous les secteurs. Alors, pour les Ivoiriens, ce sont des chiffres. Quand on dit près de 5 milliards, ce sont des chiffres. Mais cela se reflète dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner quelques exemples. Au niveau du transport urbain, nous avons massivement investi en partenariat avec le gouvernement ivoirien et d'autres partenaires dans le projet de transport urbain d'Abidjan, qui a véritablement transformé et modernisé le paysage urbain, la fluidité urbaine, la mobilité urbaine. Ça a permis de véritablement renforcer la compétitivité de la métropole, de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui est une des plus grandes métropoles du continent. Je crois qu'elle est pratiquement 5e ou 6e sur le continent, et ainsi permet de se préparer à, je crois qu'à l'échéance de 2030, on parle de 8,5 millions d'habitants que la ville d'Abidjan va abriter. Donc il est extrêmement important de pouvoir non seulement améliorer la vie de tous les jours des Abidjanais, mais également renforcer sa compétitivité comme place financière et commerciale de l'Afrique de l'Ouest. Un deuxième exemple qui me vient à l'esprit, c'est dans le secteur de l'énergie. Nous avons investi plus de 600 mégawatts de capacité d'énergie, d'électricité en Côte d'Ivoire, à travers des investissements comme Cyprel, Azito, n'est-ce pas, dans le gaz, également dans l'énergie renouvelable. Et grâce à cela, ce que l'on voit au cours des 10 dernières années, la Côte d'Ivoire a atteint un taux d'accès à l'électricité dans les régions
de plus de 95%. Dans les ménages, je crois que c'est à plus de 70% d'accès, de connexion dans les ménages. Donc ce sont des avancées remarquables qui non seulement améliorent la qualité de vie de tous les jours des Ivoiriens, mais également permet sa compétitivité. Donc des entreprises qui ont, à travers le pays, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, les PME ont un accès facilité d'énergie pour devenir plus productives et pouvoir être plus compétitives sur le marché régional et international. On parle d'investissement dans les pays africains. On sait aujourd'hui que dans la CEDEAO, il y a 3 pays qui ont rompu les liens avec cette organisation. Est-ce que cela a eu un impact sur les investissements de la banque dans ces pays où tout a continué sans tenir compte de ces séparations géopolitiques? Nous restons à l'écart des considérations politiques et nous demeurons extrêmement engagés. La Banque africaine de développement reste engagée auprès de ces pays pour continuer à soutenir les programmes des pays et particulièrement et surtout les populations de ces pays-là pour pouvoir continuer à avancer la marche du développement, la marche de la transformation. Donc nous restons très engagés. Il est vrai que dans certains de ces pays-là, il y a des défis en termes de sécurité, des défis en termes de capacité institutionnelle, de mise en œuvre. Et c'est pour ça que nous apportons un appui beaucoup plus renforcé, beaucoup plus appuyé pour accélérer et améliorer la capacité de mise en œuvre des projets. Donc on constate un certain ralentissement au niveau de cette mise en œuvre, de cette capacité d'absorption de ces investissements. Et c'est pour ça que nous consacrons une attention particulière à des États qui traversent des périodes de fragilité, des périodes je parlais du contexte extrêmement difficile dans lequel nous évoluons. Et c'est une réalité avec laquelle nous devons vivre. Et nous, l'important pour nous, c'est de pouvoir soutenir la résilience de ces États par rapport à ces différents chocs, par rapport à ces différents défis et turbulences. Dans des États comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali, les besoins ne peuvent pas être les mêmes qu'en Côte d'Ivoire. Ils sont en pleine lutte contre le terrorisme. Quels sont les secteurs dans lesquels vous investissez dans ces pays? Alors, lorsqu'on parle de ces pays-là, les gens pensent directement à des défis sécuritaires. Mais les problèmes sous-jacents qui alimentent l'insécurité, c'est la question de l'emploi des jeunes, n'est-ce pas? La question de l'accès aux infrastructures. Et c'est là où la banque apporte une contribution importante, c'est de pouvoir prévenir les conflits, prévenir l'insécurité, prévenir les turbulences politiques, etc., en assurant une qualité de vie, un accès à l'emploi des jeunes, à l'emploi des femmes. Ça, c'est la première chose, c'est au niveau préventif, etc. Il y a aussi de nombreuses analyses que nous faisons sur les questions de fragilité pour pouvoir influer sur ces facteurs de fragilité et pouvoir apporter des réponses appropriées. En effet, le continent a des situations, présente des situations très contrastées en termes de besoins, etc. Il est vrai que selon les situations, nous devons adapter notre approche et notre appui afin de pouvoir être beaucoup plus utile, beaucoup plus pertinent dans nos interventions. Tout à fait. On est en train de passer à une autre phase. On a l'élection du nouveau président de la Banque africaine de développement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 10 années d'investissement et quelles perspectives de ces prochaines années? Oui, c'est une bonne question. En fait, cette réflexion, nous l'avons menée dans le cadre de l'élaboration de notre stratégie décennale qui a été approuvée l'année passée. On essaie de tirer le bilan en fait, de ces réalisations et des défis qui restent posés. Et c'est un peu reflété également dans cette revue, la revue de 2025 sur l'efficacité du développement, où on note que oui, il y a des progrès notables sur tous ces chantiers-là, mais les progrès restent lents. Les progrès restent insuffisants par rapport à la pression démographique, par rapport au nombre d'emplois dont notre jeunesse a besoin. Hier encore, le président Adesina nous rappelait qu'il y a environ 14-15 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année. Et on ne crée que 3 millions. Donc il y a plus de 9 millions qui restent sur le côté et qui n'ont pas accès à l'emploi. Ceux qui ont accès à l'emploi, parmi ces 3 millions,
Beaucoup, c'est dans le secteur informel. Donc, ce sont des emplois précaires qui ne sont pas de bonne qualité et qui ne rémunèrent pas suffisamment bien. Donc, ce sont des défis auxquels nous faisons face. Malgré les progrès que nous faisons, il y a cette pression constante, cette aspiration légitime des populations d'aller plus vite, d'aller plus loin. Ces 9 millions de jeunes qui sont sur le carreau pour l'instant, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? C'est pour ça justement qu'il faut accélérer ce que nous faisons. Et je suis content de constater que parmi tous les candidats, l'ensemble des candidats au poste de président de la Banque africaine de développement, tous s'accordent à dire que la direction que nous avons prise est la bonne. Les High Five reflètent réellement les priorités de ce continent en termes de transformation du secteur agricole, pour être beaucoup plus productif, pour créer les emplois dont nous avons besoin, et monter en échelle, s'industrialiser, créer des emplois, etc. La priorité qui est donnée aux infrastructures, n'est-ce pas, aux infrastructures résilientes au climat. Donc tout le monde s'accorde à dire les priorités sont bonnes. Ce qu'il nous faut, c'est accélérer, c'est intensifier, c'est pouvoir, nous, au niveau de la Banque africaine de développement, ainsi que les partenaires, non seulement monter en échelle, faire beaucoup plus, mais faire plus vite, accélérer et monter en échelle. Et donc, voici ce que notre stratégie décennale dit. Nous devons intensifier, accélérer et monter en échelle. Au niveau des IFAV, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels on est encore au ralenti dans les différents investissements? On parle d'industrialisation, d'intégration de l'Afrique, nourrir l'Afrique et puis également l'électricité, etc. Quels sont les secteurs qui ont été les plus à même de produire des résultats et ceux dans lesquels on en a le moins jusqu'à présent? Il serait difficile de dire dans tel secteur il n'y a pas assez. En général, lorsque vous regardez le progrès de ce continent en matière des objectifs de développement, l'Afrique accuse un recul sur plusieurs de ces indicateurs, en raison particulièrement du contexte difficile de ces 5 dernières années. On parle de la crise de Covid et toutes ces perturbations géopolitiques qui ont eu un impact sur le degré, l'avancée du continent sur ces différents chantiers. Il y a des progrès notables dans l'énergie, dans la transformation de l'agriculture, dans l'accès à l'eau et l'assainissement. Ce sont des progrès, comme je l'ai dit, qui restent lents, insuffisants et contrastés à travers les différents continents. Donc vous avez une image très contrastée d'une région à une autre. Vous avez une région, certaines régions qui vont plus vite que d'autres en raison justement de ces différents, de l'impact de ces conflits, les chocs climatiques également. Ce sont des facteurs endogènes et exogènes qui ont affecté cette progression. Et donc, c'est pour cela qu'il est important que nous puissions faire des efforts, accélérer les progrès sur tous ces fronts-là. C'est absolument important. Quand on évalue, après investissement, à quel niveau la Côte d'Ivoire se situe? Est-ce que c'est un bon élève ou on le classe parmi les derniers? Alors là, je vous référerai au rapport que nous publions chaque année sur les perspectives économiques et qui place justement la Côte d'Ivoire parmi les pays qui ont une croissance économique assez remarquable, parmi les 10 premières économies du continent, régulièrement, qui arrivent à maintenir cette cadence. Donc la Côte d'Ivoire fait partie des bons exemples. Elle a beaucoup investi dans les infrastructures qui serviront de plateforme pour pouvoir poursuivre un développement durable et surtout, le plus important, un développement inclusif qui permet de créer les emplois pour les jeunes, créer les emplois pour les femmes, etc. Et donc, c'est un exemple à suivre, tout à fait. Est-ce qu'il est déjà arrivé, par aventure, qu'un État perde son investissement ou son financement dans le contrôle, dans l'évaluation de ces investissements sur le terrain? Est-ce qu'il s'est déjà arrivé? Alors, comme vous pouvez l'imaginer, nous travaillons dans un contexte extrêmement difficile. C'est décrit dans la revue. Il y a des situations de fragilité, des situations de conflit qui font que une minorité de projets
ça reste quand même une minorité de projets, peuvent avoir non seulement des longs retards dans la mise en œuvre, mais également des échecs, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas exclure le risque d'échec dans la mise en œuvre de projets, parce que nous sommes là justement, le développement est un exercice extrêmement complexe où nous devons essayer de minimiser les risques, n'est-ce pas? Mais les risques ne peuvent pas être éliminés. Et là, nous essayons d'apporter, lorsque cela arrive, nous essayons d'apporter des réponses appropriées pour corriger le tir, pour restructurer les projets, les annuler en cas d'échec, lorsqu'on voit que les investissements n'arrivent pas à produire les résultats escomptés, et nous devons donc procéder à une restructuration, une annulation de projet. Ce sont des cas rares, mais qui peuvent arriver en effet, et surtout dans le contexte de fragilité accrue dans certaines parties du continent. Vous évoquiez les conflits tout à l'heure dans votre réponse. On sait qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est confrontée à la menace terroriste et les recrutements de ces personnes belligérantes sont faits dans les contrées lointaines, dans des zones rurales. Aujourd'hui, quelle est l'action que vous menez en termes d'investissement pour permettre à ces zones-là de ne pas verser dans le terrorisme? Excellente question. Alors, comment est-ce qu'on arrive à prévenir ces situations de conflit, surtout dans le monde rural, les parties reculées du continent? Il est important, premièrement, d'avoir une très bonne analyse des facteurs de fragilité. C'est ce que nous faisons. Nous avons des équipes qui font ce genre d'analyse pour pouvoir prévenir et pouvoir analyser ces différents facteurs de fragilité pour pouvoir justement apporter des solutions. Il est important de continuer à investir dans les infrastructures, dans la création d'emplois, pour justement éviter cette tentation que les jeunes peuvent avoir de rejoindre ces différents groupes armés, de pouvoir leur donner des perspectives d'avenir, pouvoir leur donner des opportunités d'emploi. Et donc c'est extrêmement important de continuer à investir. L'investissement constitue un effet de prévention par rapport à ces situations de conflit. Tout à fait. L'Afrique du futur, selon la Banque africaine de développement, quelle est-elle? C'est une Afrique industrialisée, de technologie, une Afrique verte. Et quels sont les projets qui incarnent cette vision? Écoutez, vous l'avez extrêmement bien décrite. Hein. C'est une Afrique qui est pleinement maîtrise de son destin. Un continent d'abord intégré, qui commercent entre elles, n'est-ce pas, entre les États, parce que là, il y a encore des défis, n'est-ce pas, facilités par justement des infrastructures régionales qui permettent de fluidifier nos commerces, etc. C'est un continent qui arrive à pleinement faire usage de son capital humain, du dynamisme de sa jeunesse, pour transformer tout son potentiel agricole, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux se nourrir, pouvoir même exporter. L'Afrique a un grand potentiel en termes agricoles et en termes miniers. Mais c'est ça, c'est une Afrique qui a pleinement maîtrise de son destin et qui arrive à trouver sa place dans le monde, où les jeunes trouvent le destin, au lieu de fuir le continent, viennent plutôt y investir et consacrer leur talent pour le développement et la transformation de leur continent. Armand Zeimana, merci d'avoir répondu à nos questions. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. L'on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'actualité. D'ici là, bonne suite de programme sur RTI 1.